avant la première table ronde. Il a beaucoup écrit, il a beaucoup écouté, et maintenant c'est le philosophe qui va nous parler de ce qu'il a retenu de cet après-midi. Donne-moi la main, le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Donnez la main à celui qui doute de sa dignité d'être, qu'il soit victime ou coupable d'ailleurs. Donnez la main à celui qui doute de sa dignité d'être et qui vit l'existence comme un fardeau plutôt que comme un cadeau. C'est un devoir. Longtemps, ce devoir fut précisément l'affaire de la bonté privée. C'est ce qu'on appelait la charité. C'était l'époque où le bon samaritain ou la bonne samaritaine étaient présentés comme les modèles, comme les champions de ce qu'on n'appelait pas encore l'action sociale. Cela s'invente dans l'Évangile selon saint Luc, où après que le Christ a dit qu'il fallait aimer son prochain comme soi-même, son interlocuteur lui demande « Mais Rabbi, qu'est-ce qu'aimer son prochain ?» Rabbi, ça veut dire maître en hébreu. Et vous savez qu'une certaine coutume fait que les rabbins ne répondent pas aux questions qu'on leur pose. Ou alors ils répondent de manière un peu controuvée. Ça va être le cas ici de Rabbi Christus, mais je me souviens d'un autre rabbin, pour qui j'ai une grande admiration, qui fait à peu près la même chose, Rabbi Jacob. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment prodigieux dans l'histoire du cinéma François, où un petit industriel nommé Ludovic Pivel, le raciste, antisémite, méprisant, se retrouve à l'issue de toute une série d'aventures, des aventures de Rabbi Jacob, se retrouve à devoir jouer le rôle d'un rabbin. Il en a le déguisement, mais il n'en connaît pas les us et coutumes. Il est attendu rue des Rosiers et fort inquiet. Et il demande à son valet Salomon, on va me poser plein de questions, moi je n'y connais rien, qu'est-ce que je vais faire? Réponse de Salomon, c'est pas compliqué, maître. Quand on pose une question à un rabbin, il y répond par une autre question. Oh, c'est pas bête ça, c'est pas bête. Et De Funès déguisé en Rabbi Jacob s'avance rue des Rosiers, un vieux juif lui dit « Rabbi Jacob, j'ai 1000 questions à te poser. » Réponse de Funès « Eh bien moi j'en ai 2000. » Eh bien oui, les rabbins ne répondent pas toujours aux questions qu'on leur pose, et c'est un peu le cas du Christ qui a la question « Mais Rabbi, qu'est-ce qu'aimer son prochain ?» répond qu'un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho fut abordé par des brigands qui le volèrent, le rouèrent de coups et le laissèrent à demi-mort. Un prêtre vint à passer, le vit, mais poursuivit son chemin. Un lévite fit de même, mais un samaritain qui était en voyage dans la région s'approcha de lui, fut pris de pitié, ému jusqu'aux entrailles. Il enduisit ses plaies d'huile et de vin, puis le chargea sur sa monture et le conduisit à l'hôtel d'une ville proche, un commandant qu'on prit soin de lui. Et vous vous souvenez que Christ marque un temps, il demande à son interlocuteur lequel de ces trois a aimé son prochain. Réponse de l'interlocuteur, le troisième, le samaritain. Et le Christ de dire oui, va et fait de même. Et ce oui, va et fait de même a une immense influence sur ce qu'on n'appelait pas encore l'action sociale en Occident chrétien, puisque le bon samaritain a longtemps été présenté comme le modèle, comme le champion des accompagnants, précisément parce qu'il avait lié l'amour et le soin. L'idée, c'est qu'on ne peut pas aimer sans soigner, qu'on ne peut pas soigner sans aimer. Ça se résume à un mot, le mot charité. La charité, c'est à la fois un sentiment, c'est le fait que quelqu'un m'est cher, mais c'est aussi un bâtiment. J'entends encore ma grand-mère dire, sous le marché couvert de tuiles, ça y est, ils ont dû mettre Madame Bonnel à la charitèche. Charitèche, parce que le dentier sifflait un peu, ça nous aidait quand on était enfant. Et en effet, l'action sociale, pendant des siècles et des siècles, c'était la charité privée. Mais, sans la faire complètement disparaître d'ailleurs, eh bien, la charité privée a été plus tard relayée par la solidarité publique. L'action sociale ne devait plus être inspirée par la charité privée, mais par la solidarité publique. La laïcisation du monde occidental, évidemment, n'y était pas pour rien, et c'est tout.
Mais une autre évolution fait que plus récemment, sans la faire disparaître, la solidarité publique est à présent relayée par l'action associative. Et déléguant ses missions à des associations, l'État alors se posa la très légitime question de leur légitimité, ces associations-là. Et très légitimement, l'État se mit en quête des moyens d'évaluer la légitimité des associations à qui elles délèguent l'action sociale. Oui, il faut évaluer, mais comment évaluer? Venu du monde anglo-saxon et du monde de l'entreprise, des méthodes d'évaluation, je dirais, prétendant à une expertise assez ignorante de votre expérience. Je joue sur expertise et expérience. Venu du monde anglo-saxon et du monde de l'entreprise, des méthodes d'évaluation prétendant à une expertise assez ignorante de votre expérience ont prétendu rendre compte de l'utilité sociale de vos associations et donc la mesurer. Or, de ces méthodes d'évaluation de l'utilité sociale de vos associations, la plupart d'entre vous ont dit, pour toute une série de raisons, le manque d'adéquation, voire l'inadéquation. Pourquoi? Eh bien, les uns ont dit que, attentives à la seule valeur d'échange, ces méthodes d'évaluation sont souvent oublieuses de la valeur du lien. D'autres parmi vous, d'autres parmi nos orateurs ont dit que, réduisant la qualité à la quantité, ces méthodes d'évaluation ne mesurent que ce qui est mesurable, alors qu'il y a dans la qualité d'une rencontre et dans l'aide qu'apporte un sourire quelque chose qui ne se laisse pas mesurer. Je me souviens d'autres orateurs qui nous ont dit que trop souvent ces évaluations se déployaient dans un climat de méfiance et qu'on ne travaille pas bien dans un climat de méfiance. Trop souvent, ces évaluations sont vécues par les professionnels comme l'occasion d'une menace plutôt que comme celle d'une promesse. Oui, je le répète, on ne travaille pas bien dans un climat de méfiance, alors que la confiance invite au dévouement qui renforce la confiance. Le paradigme qui voulait que la rencontre de l'État et de l'association fût la rencontre d'une confiance et d'une conscience me paraît avoir beaucoup de vertus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, que l'État vous confiait certaines missions, donc il vous accordait sa confiance, et que vous deviez, pour être digne de cette confiance, avoir une conscience professionnelle ou éthique, je ne sais. Bon, ce schéma-là a pas mal de vertus. Et j'ai l'impression qu'il serait triste que ce vieux schéma, confiance-conscience, soit définitivement remplacé par un paradigme contractuel. Vouloir tout contracter, c'est préparer un monde assez peu humain, qui ne voit qu'à l'origine du contrat, il y a toujours une secrète méfiance. Vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des tourtereaux qui veulent se marier ne font pas de contrat de mariage. Pourtant, l'officier de la... Comment ça s'appelle? De l'état civil, voilà, doit leur demander, voulez-vous faire un contrat de mariage? Alors, très souvent, les tourtereaux, parce qu'ils sont sûrs que l'intensité de leurs sentiments est promesse de durabilité, je t'aime tellement, mon amour, que je t'aimerai toujours, cette rime est un peu facile. La plupart des êtres qui ont dit « je t'aimerai toujours » n'ont pas tenu leur promesse. Enfin, tu m'as dit « tu m'aimerais toujours » et puis tu m'aimes plus. Ben oui, mais parce que j'ai changé. Étrange promesse que celle qui consiste à dire « je t'aimerai toujours tant que je t'aimerai » au fond. Bon. Résultat, la plupart des tourtereaux qui ne savent pas ce que dit Criati, à savoir que les amours commencent dans le champagne et se terminent dans la tisane, eh bien, se marient à un moment où ils s'aiment tellement qu'ils ne veulent pas faire de contrat de mariage. Et si l'un disait oui, moi je voudrais bien faire un contrat, enfin tu te méfies de moi, mon chéri. Oui, il y a toujours à l'origine du contrat quelque chose comme une petite méfiance. Une belle histoire le montre. Brassens avait un copain très cher qui s'appelait René Fallet. Il est l'auteur de La soupe aux choux. Bon, c'est peut-être pas ce qu'il a fait de mieux, mais enfin. Et il se trouve que René Fallet avait les mains percées, il dépensait toujours beaucoup plus d'argent qu'il n'en avait, ce qui n'était pas le cas de Brassens. Non pas que Brassens fût avare ou avaricieux, pas du tout. Mais il n'avait pas beaucoup de besoins. Et un jour, Fallet va voir Brassens en lui disant « Écoute, est-ce que tu veux pas me prêter un peu d'argent? Là, je suis complètement fauché. C'est vraiment une grosse somme. Et vas-y, t'inquiète pas, prends ce que tu veux, voilà, c'est là-bas. » Et Fallet dit à Brassens « Bon, je vais te signer un papier. » Tu
tu veux me signer un papier. Je ne sais pas s'il m'arrive quelque chose. Sublime réponse de Brassens. Et tu crois que si t'arrive quelque chose, c'est l'argent que je regretterais? Quand on aime vraiment, on n'a pas besoin de contrat. Quand on a vraiment confiance, on n'a pas besoin de contrat. Et le contrat, la nécessité du contrat a toujours pour origine quelque chose comme une méfiance. Donc oui, une évaluation dans un climat de méfiance, c'est pas forcément une bonne chose. Un autre orateur a dit que ces évaluations prenaient du temps. Et que ce temps donne parfois aux professionnels l'impression que le cœur de leur travail s'éloigne, comme à la fin de Rouge et Noir, le cœur de Julien Sorel s'éloigne, celui de Madame de Rênal. Il serait triste que le temps passé à l'évaluation soit du temps perdu pour écouter ce que ces pauvres mains racontent. Il serait triste que le temps à renseigner les tableaux Excel soit du temps perdu pour écouter le chagrin d'un enfant ou le remords d'un adulte. Il serait triste que le faire savoir devienne progressivement plus important que le savoir-faire. Pour toutes ces raisons, vous avez dit votre méfiance, à l'endroit de ces nouvelles techniques d'évaluation de votre légitimité ou de votre utilité. Et voilà pourquoi vous avez toutes et tous plaidé pour que les critères d'évaluation, que les indicateurs de l'utilité sociale de vos pratiques soient, je dirais, les produits immanents de vos pratiques plutôt que choses qui lui viendraient de l'extérieur. Alors non pas du tout que l'adoubement par la puissance publique, qui va dire vous faites bien votre travail et vous allez continuer de le faire, non pas du tout que l'adoubement par la puissance publique, adoubement qui résulte d'une bonne évaluation, vous soit une chose inutile. Le sentiment de votre utilité a besoin de cet adoubement. Mais ce sentiment se forge aussi à l'aide d'expérimentation, d'innovation, d'enquête que vous menez spontanément et qu'on ne vous oblige pas de mener. Les meilleurs vues de l'utilité sociale d'une association. N'est-ce pas cette femme que son conjoint bat, celui qui sort de prison et qui doute de pouvoir jamais retrouver sa place dans le monde des humains, cette adolescente qui, comme Barbara, fut victime d'abus, les meilleurs juges de l'utilité sociale d'une association, n'est-ce pas ceux que cette association accompagne? Vous l'avez tous dit. Et à ces trois êtres dont je viens de parler, l'adolescente qui, comme Barbara, fut victime d'abus, celui qui sort de prison et qui doute de ne pouvoir jamais retrouver sa place dans le monde des humains, la femme que son conjoint bat, à ces trois êtres, vous êtes utiles. Et vous ne l'êtes pas seulement en tant que missionné par la puissance publique, en tant que ses instruments. Une association a une histoire. Elle porte en ses flancs des valeurs, des savoirs, des pratiques qui en sont l'âme. Kant dit quelque part que respecter la dignité d'un être humain, c'est ne jamais le traiter simplement comme un moyen, mais toujours en même temps comme une fin. On ne se sent pas respecté si on est réduit au statut de moyen, au statut d'instrument. Dans l'échange amoureux, il arrive parfois qu'on se serve du corps de l'autre comme d'un moyen au service de son plaisir. Ça peut se traduire par des mots d'encouragement comme « oui, 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 continue ». Disait peut-être Chirac à Bernadette. Continue. Mais il est bien évident qu'on ne se sent pas respecté par son partenaire si on a l'impression de n'être qu'un instrument, si on a l'impression d'être réduit au statut de prestataire de service, n'est-ce pas? Eh bien, ce que Kant dit d'un être humain, à savoir que le respecter, c'est ne jamais le traiter simplement comme un moyen, mais toujours en même temps comme une fin, je dirais qu'on peut le dire au sujet de l'association. La dignité d'une association, c'est de ne jamais... Enfin, respecter la dignité d'une association, c'est de jamais la traiter simplement comme un moyen, mais toujours en même temps comme une fin. Réduite au statut d'instrument de la puissance publique, réduite au statut de sous-traitant, réduite au statut d'outil technique, de machine, une association peut sentir s'étioler son cœur et se perdre son âme. Aristote disait que la différence qu'il y a entre une machine et un être vivant, c'est que la machine est sans âme, alors que l'être vivant est animé. Animé, chez Aristote, ça veut dire doué d'âme, et tous les êtres vivants sont doués d'âme. La plante, comme l'animal, comme l'homme. L'âme de la rose, c'est la forme rose que depuis qu'elle est graine, elle s'efforce d'atteindre. Et
puis une fois qu'elle a atteint cette forme rose, eh bien, elle va essayer de la maintenir. Et puis, elle va essayer de la transmettre en se reproduisant. L'âme de la rose, c'est la forme rose, et depuis qu'elle est grève, la rose s'efforce d'atteindre, de maintenir et de transmettre. L'âme de vos associations, ce n'est pas, comme le disait Vassili Grossman dans Vie et Destin, la grande valeur idéale, ou le grand principe affiché, ou le grand bien sidéril. C'est, comme le dit Vassili Grossman dans Vie et Destin, la petite bonté sans idéologie. C'est la bonté d'une vieille qui, sur le bord de la route, donne un morceau de pain à un bagnard qui passe. C'est la bonté d'un soldat qui tend sa gourde à un ennemi blessé. C'est la bonté de la jeunesse qui a pitié de la vieillesse. C'est la bonté d'un paysan qui cache dans sa grange un vieillard, un juif, et pour passer de Grossman à Hugo, c'est la bonté de Monseigneur Myriel, qui, quand il voit arriver Jean Valjean, chez lui, son sac sur l'épaule, son bâton à la main, avec une expression rude, hardie, fatiguée et violente dans les yeux, eh bien, dit à sa servante, Madame Magloire, vous mettrez des draps blancs au lit de l'alcôve. Et Monseigneur Myriel de dire monsieur à Jean Valjean, qui n'a jamais entendu ce monsieur depuis 19 ans. Vous me dites monsieur, alors que je suis un forçat libéré, natif d'eux, je suis resté 19 ans au bac, 5 ans pour vol avec faction, 14 ans pour avoir tenté de s'évader 4 fois. On dit de moi que je suis un homme très dangereux, et vous me dites monsieur. Et Monseigneur Myriel a fait bifurquer le destin de Jean Valjean. Le moi s'éveille par la grâce du toi, disait magnifiquement Gaston Bachelard. Le moi s'éveille par la grâce du toi. Ce que l'on donne de mieux à ceux qu'on doit aider, ce n'est pas forcément ce qu'on a pour objectif de donner. Je me méfie par exemple de la pédagogie par objectif. Il faudrait qu'au début de chaque cours on ait un objectif et qu'ensuite on fasse une évaluation chiffrée pour savoir si on a bien atteint cet objectif. Taratata. Souvent, ce qu'on a retenu de plus beau d'un cours, ce n'est pas forcément ce que le professeur voulait transmettre. C'est parfois à l'occasion d'une question, d'une parenthèse, quelque chose qui nous a profondément touchés. Et il s'agit parfois, au fond, non pas d'être là pour aider l'autre, mais d'être là et d'aider l'autre. Pour que les associations restent vivantes, animées, il est vrai qu'il faut qu'elles pensent, il est vrai qu'il faut qu'elles pensent, cela a été dit plusieurs fois. Cette journée a été consacrée à une pensée, c'est-à-dire à une pesée de ce qui fait l'utilité de vos associations. Et puisque j'évoquais Hugo, je dirais que Victor Hugo a donné dans Les Misérables la meilleure définition de la pensée que j'ai jamais lue, encore plus forte que celle de Platon. Platon dit que la pensée, c'est le dialogue de l'âme avec elle-même. C'est-à-dire, c'est le fait d'écouter la partie de soi qui n'est pas forcément d'accord avec soi. C'est la raison pour laquelle tous les dialogues, toutes les œuvres de Platon nous sont données sous la forme de dialogue, dialogue platonicien. C'est d'ailleurs souvent c'est généralement l'interlocuteur de Socrate qui donne son nom au dialogue. Donc le Ménon, c'est un dialogue entre Socrate et Ménon. Le Gorgias, c'est un dialogue entre Socrate et Gorgias. Et Johnny Hallyday vient peut-être. Et le banquet, c'est le dialogue entre Socrate et banquet. Et je ne vois pas du tout ce banquet. Platon, c'est ça, oui. Ça ne marche pas toujours, mais ce que nous murmure Platon, c'est que la pensée, c'est un dialogue. La pensée est dialogique. Mais Victor Hugo va encore plus loin dans un chapitre génial des Misérables qui s'appelle Javert déraillé. Javert, vous savez, c'est celui qui poursuit Valjean. Il ne veut pas voir que ce personnage a changé. Et il le poursuit impitoyablement de son zèle imbécile. Et vous vous souvenez qu'à un certain moment, Valjean est suivi par Javert, qui croit avoir reconnu Valjean. Ils sont sur les rives de la Seine, et à un certain moment, Javert trébuche et tombe dans la Seine. Et n'écoutant que son bon cœur, Valjean va sauver son ennemi, au fond, Javert, en essayant de cacher son visage, et il le laisse au bord de la Seine. Mais Javert a eu le temps de reconnaître le visage de Valjean. Et ça donne ce chapitre génial de Les Misérables, où Hugo dit
des deux attitudes de l'empereur, Javert n'avait jamais eu que celle qui exprime la décision, la certitude, la main sur la poitrine. L'autre, celle qui exprime le doute, l'indécision, les mains derrière le dos, il ne l'avait jamais su. Et pourtant, depuis qu'il avait retrouvé Valjean sur les rives de la Seine, Javert avait changé, car il y avait de quoi s'examiner. Il y avait de quoi s'examiner. Lorsqu'il avait retrouvé Valjean sur les rives de la Seine, il y avait eu en Javert quelque chose du loup qui retrouve sa proie, mais aussi du chien qui retrouve son maître. C'est les grandes alternatives du Gaudienne. Javert n'avait jamais suivi qu'une route. Son cerveau, jadis si limpide dans sa cécité, était pour la première fois traversé d'un nuage. Javert était perdu. Javert, pour la première fois de sa vie, était devant deux routes et ne savait plus que faire. Javert souffrait atrocement. Et voilà le passage le plus génial, le plus drôle. Ce qui faisait particulièrement souffrir Javert, c'était d'être obligé de penser pour la première fois de sa vie. Et en effet, Javert, Hugo ajoute, il y a toujours dans la pensée un certain degré de rébellion intérieure. Il y a toujours dans la pensée un certain degré de rébellion intérieure. Et Valjean, et Javert s'exaspérait de sentir cela en lui. Penser, c'est écouter la petite voix qui se rebelle au fond de soi. La pensée a pour origine l'intranquillité de l'âme, la remise en question des évidences massives, la réanimation de structures qui tendent à tout moment à se mécaniser, à se machiniser. Là, je crois que vous avez vraiment bien pensé aujourd'hui. Je commençais avec Barbara, je termine avec Barbara, car je me suis trompé. Il ne faut pas dire le sur Nantes, donnez-moi la main, le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Il faut dire il lui sur Nantes, donne-moi la main. Le cœur de Nantes rend mon cœur serein. Je finis serein parce que vous êtes dans des associations et formidables et vous les animez, vous les pensez avec tant de force que même s'il y a bien de raisons d'être inquiète de l'évolution du monde, je vais quitter Nantes serein ce soir et je vous en remercie.